Aujourd'hui, je reçois Edouard qui est directeur data analytics chez Sorare, la licorne française qui a un modèle à la croisée entre le foot, le jeu et la blockchain. Edouard va nous expliquer ça. Avant de rejoindre Sorare, Edouard a été Head of Data d'une autre licorne française, Aircall. Et en parallèle, Edouard a également trouvé le temps de cofonder le Modern Data Network, la communauté de leaders data la plus active en France. Aujourd'hui, l'objectif, c'est de voir comment Edouard, qui a été Head of Data d'une licorne, a pris en main le département data de Sorare sur la dernière année. Parce que les leaders qui ont déjà eu une expérience en tant que Head of Data auparavant ont des méthodes, des réflexes, des bonnes pratiques et ils vont beaucoup plus vite. On va parler de 3 sujets aujourd'hui, de l'organisation, de la stack data et d'un sujet qui est spécifique à Sorare et qui est celui de l'économie de jeu et l'impact que peut avoir un data analyst sur cette économie de jeu. Hello Edouard, ça va? Salut Robin. Bah, écoute, je suis ravi de te recevoir sur le podcast pour la troisième, quatrième fois. Je commence à perdre le compte maintenant. C'est la troisième fois, je crois que je viens. Grosse news, DataGen a lancé un bootcamp en Analytics Engineering en collaboration avec DataBird. Le besoin en Analytics Engineering a explosé. J'observe cette tendance au quotidien dans mes échanges avec les leaders data. On a décidé avec DataBird d'unir nos forces pour créer le premier bootcamp spécialisé sur le sujet. Le bootcamp est à destination de profils déjà data analyst ou scientist, sera à temps partiel pendant 6 semaines et finançable via CPF. Si ça vous intéresse d'en savoir plus, 2 options. Je vous mets le lien pour découvrir le programme détaillé en description. Sinon, vous pouvez écouter l'épisode 151 qu'on a enregistré avec le cofondateur de DataBird, dans lequel on explique plus en détail la tendance de l'analytics engineering et le programme du bootcamp. Merci beaucoup en tout cas de venir à nouveau. Est-ce que tu veux nous en dire un peu plus sur Sorare pour commencer, s'il te plaît, qui a un modèle un peu original, on va dire? Je pense tout simplement, Sorare, c'est juste la meilleure plateforme de sport fantasy au monde. C'est une plateforme qui te permet d'aller étendre ton expérience de fan, donc d'aller acheter, d'aller posséder, d'aller revendre des cartes de joueurs que tu peux jouer aussi pour gagner des récompenses exceptionnelles. Pour te donner un exemple, je pense sur l'année dernière, on a permis à des joueurs Sorare de rencontrer Zidane, à des fans du Betis Séville d'aller dans les vestiaires du Betis. On a permis à des fans de basket d'aller aux États-Unis pour aller à la finale de la NBA Cup. Donc voilà, tout ce type d'expérience-là que tu peux gagner grâce à Sorare. Sorare, c'est 3 millions d'utilisateurs dans tous les pays du monde, dans 180 pays. C'est le meilleur portefeuille de partenaires dans le monde du sport, cross-sport. Donc il y a le foot, il y a le basket, il y a le baseball. Et en juillet, là, on va lancer la nouvelle saison de foot qui promet sûrement d'être la meilleure jamais lancée sur Sorare. Et il y a une partie dont tu as parlé qui est posséder, donc acheter des cartes, vendre des cartes. Ça, je pense que bon, tout le monde est plutôt au clair sur cet aspect-là du jeu. Et après, tu as dit aussi jouer ces cartes, enfin, où il y a vraiment une partie jeu. Il y a pas mal de complexité. L'objectif, c'est qu'on en parle pendant l'épisode et notamment qu'on fasse un focus sur ce point-là à la fin de l'épisode. Mais peut-être tu peux nous illustrer juste un élément, une phase de jeu. Je sais pas quelle serait la bonne manière de le dire, mais pour que les gens se projettent un peu. Ouais, en plus, c'est particulièrement intéressant d'un point de vue data parce que tu as une marketplace avec 2 entrées. Tu as une entrée qu'on va appeler le marché primaire où c'est Sorare qui va émettre des cartes. On va vendre des cartes soit directement, soit via un système de vente aux enchères où en fait le marché va fixer lui-même le prix et on va vendre la carte à la personne qui va mettre le prix le plus important. On va permettre aux joueurs de revendre ces cartes-là et ensuite de les jouer. Et donc il y a une dimension gameplay et jeu qui est très importante où en fait on va proposer aux joueurs d'entrer dans des compétitions. Donc on va leur dire voilà, je vais jouer sur cette journée de Ligue 1, sur cette journée de Liga, sur cette journée de Ligue des Champions. Ils vont aligner des joueurs dont ils possèdent la carte, 5 joueurs, donc ils pensent qu'ils vont bien performer et à la fin, en fonction des vraies performances du joueur sur le terrain, le joueur va avoir un score Sorare. On va faire la somme de ces scores Sorare avec quelques bonus qui vont être liés à l'expérience de la carte, à des level up et cetera. Et derrière, on a un leaderboard et on va ranker les participants et les meilleurs reçoivent les meilleures récompenses et ensuite on va utiliser le leaderboard comme ça pour récompenser les joueurs. Et comme ça, tu peux jouer toutes les semaines, tous les 3 jours avec tes cartes que tu possèdes. Par rapport au vrai match qui se passe en ce Exactement, moment. Donc c'est un exactement. mix en fait entre les cartes que tu as, les cartes que tu décides d'activer sur un match et comment se passe vraiment un match. Donc ça mixe vraiment ta passion avec le jeu. Là où tu me fais une transition incroyable, c'est que je pense que les meilleurs joueurs Sorare, ils deviennent data analystes aussi malgré eux. Parce qu'on partage énormément d'informations aux joueurs sur la performance, sur comment est-ce qu'ils atteignent leur score. Et en fait, c'est un peu un jeu de prédictabilité du résultat.
de gestion de sa galerie de cartes. Et donc, je pense qu'aujourd'hui, un data analyst, il a vraiment moyen de s'éclater sur une plateforme comme Sorare s'il aime le sport et le foot. Bah, on reviendra de toute façon sur, justement un peu les aspects data qu'on retrouve, dans ce côté, justement jeu, dans ce modèle, ouais, sur lequel vous bossez, avec l'équipe. Est-ce que tu peux nous parler un peu avant ça, du contexte data chez Sorare quand tu arrives et comment, tu appréhendes, ton nouveau poste? Donc tu l'as compris avec peut-être aussi en toile de fond, comment tu utilises aussi ton expérience de Head of Data, chez, Aircall précédente. Il y a un contexte qui est différent de celui de chez Aircall. Quand j'arrive, l'équipe est toute récente. Donc, chez Sorare, il y avait une équipe data, il y avait des data analysts. Il y a une stack data qui est déjà en place, il y a beaucoup de fondations, il y a une culture qui est assez intéressante, dont on pourra parler plus tard. Et mon équipe, donc on est 3 data analysts, et moi-même, on vient d'arriver parce que les anciens data analysts de l'équipe, ont pu devenir PM par la suite et il y a eu un vide ou un quasi vide pendant 6 à 8 mois où Sora n'a plus de data analyst. Donc en fait, il y a ce contexte de comment est-ce qu'on arrive, avec cette équipe-là à démontrer de la valeur, et surtout démontrer de la valeur sur des aspects d'insight et d'analytics. Parce que encore une fois, on est dans un contexte où, la boîte n'a pas eu d'insight poussé depuis 6 à 8 mois. La deuxième chose, c'est que, Sorare aussi, quand je suis arrivé, c'était en septembre, a lancé, une nouvelle saison de foot avec un modèle un petit peu différent, qui permet de pas trop diluer la valeur sur Sorare, qu'on va appeler, in season, où en fait, la majorité du gameplay va se jouer avec les cartes de la saison en cours versus, les cartes des saisons passées qui peuvent être jouées un petit peu différemment et avoir des rewards un peu différentes. Et il y avait quand même cette nécessité de savoir est-ce que, les choses avaient été bien faites, lors de la création de ce mode de jeu? Est-ce que le jeu était équilibré? Et donc en fait, directement mettre le pied à l'étrier sur, montrer, qu'en tant que data analyst, on peut apporter de la valeur à l'ensemble de l'entreprise Sorare, par rapport à ces changements-là. Tout en sachant qu'il y a une étape de ramp-up qui est assez importante. Je pense une grande différence avec mon rôle chez Aircall avant, c'est la taille de l'équipe aussi, où chez Aircall, en fonction, on a pu être, de 7 à 17 personnes dans l'équipe avec, une organisation qui était, structurée, qui était, un petit peu plus complexe avec des rôles bien définis sur des segments de l'activité bien définis. Ici, on est 3 data analysts, on est tous expérimentés dans une boîte de 120 personnes. Donc il y a pas de politique et il y a la volonté de vraiment avoir ce positionnement d'analyste très centré sur l'insight, sur comment est-ce que, quelle est l'expérience de jeu des utilisateurs sur la plateforme Sora. Par rapport à mon expérience de chez Aircall, comment est-ce qu'elle m'a été utile? Je pense, surtout pour structurer un petit peu mes 2-3 premiers mois. Il y a 3 choses que j'ai fait de manière un peu réfléchie. La première chose, c'était essayer de lister avec l'ensemble des leaders chez Sora les top 10 questions à répondre qui paraissent, les plus importantes, les plus urgentes, celles avec le plus d'impact. Moi, essayer d'identifier quelles sont celles qui me paraissaient, simples à répondre, celles qui étaient un peu plus compliquées et en fait, ça permet en gros de créer un espèce de contrat en disant: «Bah, voilà ce que j'ai compris de Sora, voilà ce que cette phase d'exploration m'a permis de comprendre de Sora et des enjeux et voilà du coup où est-ce qu'on a en tant que data analyst, où est-ce qu'on va se positionner, quelle est la valeur qu'on va essayer d'apporter lors de ces, 3 à 4 prochains mois et même voire un petit peu plus long». L'idée, c'est de continuer à mettre à jour cette liste-là, pour en gros essayer d'avoir un petit peu, nous, notre roadmap d'équipe au-delà des questions un peu plus opérationnelles. La deuxième chose que j'ai essayé de faire, c'est d'être très transparent sur ce qu'on découvrait, très transparent sur les sujets sur lesquels on avançait. J'ai mis en place un bi-weekly où toutes les 2 semaines, en fin de semaine, le vendredi, j'essayais de partager, un petit peu à l'ensemble de la boîte et les questions auxquelles on a essayé de répondre, quels sont les insights qu'on a découverts, pour commencer à tester un peu quel était, le niveau de transparence qu'on était capable d'avoir chez Sora et puis surtout essayer de prendre du feedback. Donc quand tu vas partager, un insight et une analyse à l'ensemble de la boîte, tu vas prendre du feedback. On va te dire: «Ah ça c'est intéressant, ça on a déjà fait, c'était pas pertinent par le passé» et comme ça te permet de ramp up beaucoup plus vite et de gagner beaucoup de temps. Tu peux nous donner juste une petite illustration d'une question type, justement sur laquelle vous avez travaillé, assez vite? Ouais, par exemple, on a analysé 2 choses. La première chose, c'était pas donc du coup, par rapport à l'économie de jeu, chez Sora, on a pour habitude de distribuer et de rewarder des cartes. On sait qu'on a un nombre fini de cartes qu'on peut rewarder et donc typiquement, on s'est juste posé la question bah, est-ce que la vitesse de cartes qu'on avait rewardé jusqu'ici était sustainable pour Sora jusqu'à la fin de la saison? Et est-ce qu'il y avait des choses à revoir, à améliorer dans cette distribution-là? Donc ça, c'est vraiment des analyses assez simples, qui te permettent de familiariser avec la data, qui te permettent d'avoir de la valeur rapidement
Il y avait une deuxième question aussi qui était, on a changé de mode de jeu avec un mode in-season. Finalement, parmi les joueurs qui avaient acheté des cartes sur les 6 derniers mois, quels sont ceux qui sont entrés dans la nouvelle saison? Quels sont ceux qui n'ont pas rentré? Est-ce qu'il y avait une différence? Donc vraiment très opérationnel sur les questions, qui étaient importantes pour Sora à ce moment-là. Il y avait un dernier point dont tu voulais parler, justement sur un peu les quelques activités que tu as menées sur tes premiers mois. La dernière chose qu'on a faite, c'est, en équipe, une analyse un peu high level de l'économie Sora. Donc, qui étaient les joueurs, comment est-ce qu'ils jouaient, ils utilisaient l'interface. Donc quels sont ceux qui achètent des cartes? Quels sont ceux qui jouent ces cartes? Quels sont ceux en fonction des différents modes de jeu? Je ne vais pas rentrer dans le détail, mais il y a vraiment une grande complexité dans la manière de jouer à Sora. Et ça nous a permis, déjà dans un premier temps d'avoir une, compréhension un peu commune de l'économie et aussi, ça nous a permis avec le leadership produit, avec le leadership aussi avec, du coup Nicolas, le CEO et Adrien, le CTO, de définir, quelle est la North Star métrique qu'on avait envie d'impacter. Côté produit, donc pas une North Star, du type, on a envie de faire un maximum de revenus, mais une North Star, on a envie qu'un maximum de joueurs aient, la meilleure expérience sur Sora. Donc on avait défini ici en étant, un nombre, maximum de joueurs qui étaient en capacité de jouer sur le mode in season, dont on pensait qu'il était le plus intéressant pour les joueurs. Et derrière de définir des sub-métriques pour l'ensemble des squads, pour avoir au moins une structure de reporting qui nous permettait derrière de ne plus avoir à se poser la question de, sur quoi on a envie de reporter, et de créer un petit peu ce muscle, qui allait nous permettre derrière d'aller suivre les métriques, de prendre des décisions et même de créer une feedback loop avec l'ensemble de la boîte. Parce que tous les mois ou tous les 2 mois, on va essayer de partager, comment est-ce que, ces différentes métriques évoluent à tout le monde pour essayer de partager et de diffuser un maximum cette connaissance et cette compréhension pour que, les gens s'approprient un peu, l'état de Sora. J'en profite pour rappeler ce qu'est la North Star Metrics pour ceux qui n'ont pas forcément le terme. C'est un peu une approche qui vient des grosses boîtes américaines initialement et qui préconise d'essayer d'identifier un indicateur global qui est l'indicateur à un moment T de l'entreprise, parce qu'il est amené à changer éventuellement, à évoluer en fonction de la maturité de l'entreprise. Mais c'est un indicateur qui est le plus important à ce moment T et qui doit justement venir aligner l'ensemble de l'entreprise. Et c'est vrai que dans les boîtes tech, il est souvent centré sur l'usage, sur les utilisateurs actifs. Donc super intéressant de voir comment vous mettez cette approche en place. Je voulais revenir sur l'organisation. Donc tu disais, vous êtes 3 analystes plus toi. Plus un data engineer de mémoire. Donc ça, c'est l'équipe data, actuelle chez Sorar. J'étais curieux peut-être que tu m'expliques comment ça se passe et comment se passe la collaboration? Parce que tu me disais tout à l'heure que finalement les PM, donc les profils produits par exemple, qui sont, probablement certains de vos interlocuteurs les plus importants, vu que vous êtes très centrés sur le jeu, sur le produit, sont d'anciens data analysts, donc sont probablement très autonomes et donc ça crée tout de suite, une dynamique et ça va influencer sur, le rôle que les data analysts vont avoir. Donc curieux de savoir un peu, ouais, comment se passe cette collaboration? Comment se structurent, les activités sur lesquelles les analystes travaillent chez Sora? Je pense que c'est un élément qui est très important, c'est qu'on je pense que la quasi-totalité des product managers, ils pourraient postuler pour un job de data analyst dans énormément de boîtes. Soit parce qu'ils ont déjà été des data analysts, soit parce qu'ils ont eu l'habitude de travailler avec des data analysts, soit parce qu'ils ont déjà des compétences un peu techniques, et des compréhensions de game economy. Ils ont eu l'habitude de se self-serve, de faire du SQL. Donc ils ont vraiment un niveau assez exceptionnel dans la compréhension de comment est-ce qu'ils peuvent utiliser la donnée au quotidien. Et ça c'est génial pour un data analyst parce que, ça permet de pas avoir à expliquer, au PM comment est-ce qu'il doit utiliser cet insight. Ça permet d'avoir une relation extrêmement fluide et ça permet aussi de pas, passer trop de temps sur, juste être un provider de données ou de stats simples parce que, les PM ils utilisent Amplitude, parce qu'ils ont accès, quasi en temps réel à leurs métriques, aux ordres de grandeur. Et donc ça permet vraiment de se focaliser sur les insights un peu plus compliqués. La deuxième chose, c'est qu'on retrouve du coup un peu l'essence du data analyst comme on avait pu l'avoir, par le passé, quand on parlait encore de data scientist. C'est un peu, on va dire, decision scientist où, ton objectif, c'est d'aller impacter les décisions. Donc le PM, il va te dire, «Voilà aujourd'hui les questions que je me pose, est-ce que tu peux m'aider et y répondre?» Donc c'est, être très proche du PM, être très proche du business. C'est vraiment comprendre les enjeux du scope. Je pense qu'il y a 2 éléments qui sont assez parlants. Le premier, c'est que de plus en plus et même souvent quand tu as un PM qui part en vacances, c'est le data analyst qui va le remplacer, ce qui arrive dans assez peu de boîtes.
Et le deuxième élément, assez parlant, c'est qu'aujourd'hui, on a une exigence, telle que, lorsqu'on va définir un peu les scopes et les projets, on va demander à l'analyste non seulement d'aller impacter la décision, mais parfois de prendre la décision. Donc, typiquement, on a un analyste qui a travaillé sur un nouveau mode de jeu qui s'appelle l'Arena, et qui a de super bonnes propriétés, qui est scalable à l'infini et essaie de l'amener et de pousser ça, donc de définir le mode de jeu le plus intéressant pour la communauté. On a un autre data analyst, dont on a donné la responsabilité de définir quels allaient être les rewards pour la saison prochaine, pour que ce soit, le plus équitable et le plus fair et le plus intéressant pour l'engagement des users. Donc, pas uniquement, d'aller proposer des choses, mais vraiment d'être, à la fin, tu pas le seul décisionnaire sur des décisions qui sont aussi importantes et aussi transversales, mais vraiment d'être celui qui doit proposer le modèle qui va être implémenté. Voire même, sur certains types d'expériences, de créer les specs pour les devs, pour, que lui aussi soit capable de se projeter dans le rôle du PM. Ah oui, donc ils ont presque un rôle de PM à l'intérieur de la squad, PM, quoi. Si on prend les choses dans l'autre sens, c'est presque le PM qui décentralise un peu la décision ou qui, entre guillemets, «délègue» vraiment une partie de sa responsabilité. Et sur certaines parties, oui. Ça va un petit peu dans cette mouvance un peu double d'extreme ownership, où en fait on va pas te demander de pondre des analyses, mais d'impacter et de réfléchir et d'avoir une vision produit. Et ensuite, je sais pas si tu avais suivi aussi cette tendance qui était le founder mode, un Non. peu, c'est plus dans l'écosystème un peu startup scale-up où, je crois que c'était le founder d'Airbnb ou Ah de si, ouais, YC, je sais plus, qui avait fait le constat qu'il y avait beaucoup de boîtes qui s'étaient un petit peu perdues. qu'il y avait trop Il y avait d'intermédiaires et trop tout. d'intermédiaires, on avait fait rentrer des managers qui étaient là pour manager, dont la priorité c'était, leur propre, perspective personnelle, qui étaient là pour aller appliquer des choses qu'ils avaient déjà appris dans d'autres environnements, qui avaient complètement perdu cette essence de doer, avec cet objectif d'impact, de owner et qui déléguaient beaucoup. Et chez Sorare, c'est complètement l'inverse. On va demander moi, par exemple, j'ai un rôle opérationnel. Mon manager, qui est le CTO, il a aussi un impact opérationnel. Donc on va lui demander d'être à la fois très proche des opérations, d'avoir, une contribution individuelle, mais aussi de faire l'hélicoptère pour, essayer d'amener les bonnes perspectives d'équilibre dans l'organisation qui chapeaute. Je pense qu'il y a un podcast de Gabriel de chez Alan qui était passé chez toi, qui racontait beaucoup de choses extrêmement intéressantes sur, le rôle du data analyst chez Alan, à quel point son rôle était, en fait, d'aller trouver des solutions pour répondre à des problèmes, de problem solving. Peu importe d'être très T-shape, d'être capable de monter sur l'ensemble des éléments de la valeur, du cycle de vie de la data. Je ne vais pas rentrer davantage dans le détail. Je pense qu'il y a beaucoup de choses que Gabriel a dit. Ouais, tout à fait, bah, peut-être je précise, c'est l'épisode 208 pour ceux qui voudraient l'écouter. Effectivement, avec Alan et il y avait, ces choix d'être sur des profils, vraiment full stack, c'est comme ça qu'elle le termine, data full stack et que, en fait, un profil data chez Alan, pour tirer le trait, potentiellement, il doit être en capacité aussi bien de monter sur un sujet engineering si c'est ça, le besoin, du business, on va dire du périmètre sur lequel il est à ce moment T, mais ça peut aussi être, sur un sujet data science ou sur un sujet analytics et ils ont fait le choix d'avoir des profils, comme ça très couteau suisse et c'est hyper intéressant. Moi, je crois vraiment que c'est l'avenir du data analyst de se repositionner sur la decision science. Il y a un contenu qui m'a un petit peu marqué aussi récemment. C'était Ramp, qui est une scale-up aux États-Unis, qui, notamment fait, une analyse des providers data. Ce qui est assez marrant, c'est que du coup, c'était un head of data ou un data analyst qui faisait cette analyse de l'évolution de la part de marché, du financement des providers data dans les équipes data et qui se rendait compte notamment que chez les petites et moyennes structures et les BI, traditionnels commençaient à perdre de la part de marché. Versus des outils qui étaient plus dédiés à l'analyse comme X qu'on utilise beaucoup chez Sora, qui en gros, nous permettent d'itérer très rapidement sur des insights et de moins construire notre, base de reporting. J'avais fait un épisode il y a longtemps justement sur un acteur français qui faisait un concurrent un peu de X, qui s'appelait Usprey, Ouais, bah, qui a exactement. été racheté par, Colibra, je crois. Et peut-être pour ceux qui connaissent pas ce type d'outil, j'ai trouvé ça hyper intéressant. C'est le fait que les analystes travaillent plutôt sur un modèle qui ressemblerait un peu à un notebook, en fait, où ils vont documenter toute leur analyse, retrouver leurs requêtes. En même temps, ça documente tout ce qu'ils font, mais il y a une manière tout de suite de tourner plutôt ça comme une analyse, presque une présentation avec la question à laquelle tu réponds et cetera. Donc d'avoir vraiment une approche analytique.
plus que de tout de suite vouloir le mettre sur un tableau de bord et ensuite ça devient quand même un asset que tu vas partager à ton PM directement et cetera et c'était vraiment un mode de fonctionnement différent pour les analystes. Et c'est le bon compromis entre, tu vois, aller fournir une analyse sur un Google Doc et aller créer un dashboard qui te permet de faire une analyse. En fait, tu peux vraiment tout faire et puis derrière, tu peux automatiser. Tu peux, aujourd'hui laisser la possibilité d'Explore à un utilisateur, un petit peu comme tu pouvais le faire sur Looker. Tu peux aussi, aujourd'hui, ça s'interface directement avec ton semantic layer. Donc, vraiment le positionnement d'un outil comme X est vraiment très intéressant, pour un data analyst, ouais. On a mis en place chez Aircall. Ah oui? OK. Et on l'a aussi chez Sora, ouais. Ça fait le lien avec ma prochaine question. Lorsqu'on s'est appelé, tu m'as parlé d'une évolution du rôle du data analyst que tu observes. Curieux que tu m'en dises un petit peu plus là-dessus. Alors j'ai un peu réfléchi en marchant ce matin, j'ai 2 hot takes pour toi. Le 1er, c'est sur l'évolution du rôle du head of data. Je pense que pendant longtemps, le head of data, ça a été, un bâtisseur, un garant de, la gouvernance et de la méthodologie. Je suis pas sûr qu'on ait besoin de ça à l'avenir. Pour moi, le head of data de demain, ce sera un 10X, data analyst, qui va être, capable d'aller, impacter des scopes transverses avec des analyses complexes. Pour moi, on passe un peu avant ce data analyst, ce head of data qui avait un rôle de coach ou de capitaine, à un head of data qui doit avoir ce rôle de numéro 10, dans une équipe. Et mon deuxième hot take, c'est sur le rôle du data analyst. Je pense que le data analyst également s'est un peu perdu. Il va à nouveau se focaliser davantage sur de l'insight. Il doit se spécialiser, sur des verticales, un petit peu comme on l'a vu par le passé, mais de manière beaucoup plus forte et fondamentale. Pour devenir suffisamment expert, pour, avoir de l'impact, pour parler le même langage que les leaders. Et je pense que le data analyst, qui va être capable d'avoir cette expertise-là, ça va être le leader fonctionnel de demain. Et on demandera au leader fonctionnel d'avoir été data analyst, avant. Super intéressant, ça soulève pas mal de questions. Je rebondis sur, le premier point, dans un premier temps. Est-ce que tu vois aussi l'évolution du rôle du head of data par rapport un peu à la fin d'un cycle et qu'on voit quand même que maintenant, bah, effectivement, il y a eu, énormément de build sur, la moderne data stack, sur se réadapter à toutes ces nouvelles technos qui ont émergé et là, ceci clairement se ralentit. Il y a encore de l'innovation, mais on commence à être assez, au carré sur ce qu'il faut faire et donc il y a de plus en plus de profils qui savent le faire, donc c'est plus forcément là qu'il y a besoin d'avoir, on va dire, une énergie, hyper forte en tant que leader. C'était nécessaire à l'époque d'effectuer cette transformation. L'écosystème évoluait beaucoup. Il y avait beaucoup de nouvelles technos. Aujourd'hui, sur la partie de data, ça se stabilise un peu, ça va se consolider. Je pense que encore une fois, il y a eu beaucoup trop de technos et providers différents qui ont réussi à trouver leur marché. Mais ça va se consolider et je pense que vraiment l'avenir du head of data, ça va être dans l'utilisation de cette stack existante pour avoir un maximum d'impact. Il y a beaucoup d'équipes qui se sont perdues, dont l'impact, c'était vraiment d'aller amener l'information. Alors que je pense que de plus en plus, cette étape-là, non seulement elle est déjà faite dans les entreprises, pas totalement, tu vas avoir des entreprises qui ont encore besoin de se transformer et qui ont encore besoin d'évoluer, qui sont un peu à la traîne. Mais, et tu auras toujours ces besoins parce que, tu vas avoir des nouvelles sources, des nouveaux use cases et cetera. Donc oui, je pense que ça ira davantage dans des scopes opérationnels ou data engineer que dans le rôle d'un data analyst. Et donc du coup, ce qui doit amener le head of data à se transformer et à être, on va dire plus proche du leadership, un peu un rôle de chief of staff sur, aller amener, des insights, transverses importants très rapidement. Et je pense que l'évolution de la suite technologique doit le permettre aussi avec l'AI, notamment. Et justement, j'arrivais sur ce deuxième point, parce qu'on a toujours dit, je me souviens depuis les premiers épisodes même qu'on a fait ensemble, qu'il y avait toujours, bah, comment tu fais en sorte que tu sois le plus possible dans le self-service sur toutes les demandes du quotidien, pour pouvoir te concentrer après sur des analyses à forte valeur ajoutée. Ça, c'est une phrase, je l'ai entendue des dizaines et des dizaines de fois sur le podcast. J'ai l'impression que pendant longtemps, le gros caillou dans la chaussure, c'était cette partie demande du quotidien. C'était pas craqué, c'était pas sec. Donc toi, tu dis que c'est sec. Moi, je pense que tu es aussi biaisé parce que tu es dans une boîte super mature. Il y a encore, je pense, beaucoup de gens pour lesquels les 5 prochaines années vont encore être sur l'objectif du self-service parce que, en fonction aussi des, voilà, des écosystèmes, des niveaux de scale et tout, c'est pas évident à mettre en place. Mais je suis assez d'accord qu'en revanche, on commence vraiment à voir dans quelle direction il faut aller avec des BT, la modélisation, et cetera. Ça commence à être, un peu plus sec, un peu comme la moderne data stack l'est aujourd'hui, quoi. C'est pas sec, je dis pas que c'est sec. Je dis que d'ici, 12 à 24 mois, la donnée va être beaucoup plus facile d'accès, beaucoup plus accessible. Tu auras pas besoin, d'avoir une compréhension du data model. Tu vas pas avoir besoin d'avoir de compétences spécifiques en SQL. En fait, aujourd'hui, tu vas avoir une abstraction déjà toute faite dans tes, agents AI qui vont permettre, à beaucoup plus de monde d'aller interagir avec de la donnée qui va être un peu moins structurée. Donc tu vas avoir moins besoin de structurer. Toute la partie low level, elle va être indispensable. Donc, la structuration de base, toute la documentation.
Tu as une partie de la documentation qui va aussi pouvoir être automatisée et donc tout ça fait que enfin cette accessibilité va demander aux data analysts de se réorienter vers la forte valeur ajoutée. Même les analyses de forte valeur ajoutée. J'ai lu un article récemment, du founder de DBT, Tristan Handy, qui disait que l'AI d'ici 12 à 24 mois, allait être bien plus fort que n'importe quel outil de BI pour aller faire de la data exploration. Ce que ça veut dire, c'est qu'en fait, tu vas plus avoir besoin de compétences de, dashboarding, de compétences D'exploration. voilà, exactement. Donc en fait, tu vas juste demander, «Hey Léo, est-ce que tu peux me dire, ça, ça, ça?» et ton agent, il va te le sortir et ça va être accessible. Maintenant, ce qu'on va demander au data analyst, c'est d'être un peu critique par rapport à la manière dont ça a été fait. C'est en effet d'avoir une compréhension un peu fine, pour être capable de proof check que l'output qui a été sorti, il est correct et surtout d'avoir une très bonne compréhension fonctionnelle, donc de comprendre si cette donnée, elle a été générée comme ça, la question, je l'ai posée comme ça. En général, dans mon cheminement de pensée, la manière dont je dois découper mon problème, c'est d'abord je dois répondre à cette question, ensuite celle-là et être capable du coup d'avoir ce cheminement d'analyse de bout en bout et donc d'être, beaucoup plus proche de, la manière d'aller délivrer d'insights, impacter une décision pour, accélérer cette loupe qui pour moi a toujours été le graal d'une équipe data de comment est-ce que tu arrives à accélérer cette loupe-là et aujourd'hui on a une vraie piste, qui est qu'avec l'AI on va être capable de le faire. En effet, ça va demander pas mal de travail sur, la partie fondamentale, l'infrastructure, mais pour moi ça va remettre en valeur le travail de data engineer, d'analytics engineer un peu fondamental, mais que moi je vais regrouper du coup dans le data engineering et toute la partie modeling pour aller délivrer d'insights, qui est une partie de l'investissement qui a pu être fait par le passé, va être moins nécessaire parce que l'AI va être capable de te le faire rapidement et même parce que la création de modèles DBT, qui vont te permettre d'aller, structurer une analyse en cohorte par exemple et ben, en fait, elle va être quasiment automatisée ou alors vraiment bien aidée par, des agents et des solutions qui se lancent sur le marché, on parlait de Nao avec Christophe, Blefary et Claire. Tu as Cursor aussi, donc aujourd'hui tu as énormément de solutions qui te permettent de streamliner, d'aller plus vite et d'aller, encore une fois, donner des outils à des data analysts qu'ils avaient pas précédemment. L'autre sujet dont on voulait parler, c'était celui de l'économie de jeu. Est-ce que tu peux nous réexpliquer un petit peu dans les grandes lignes ce que c'est, nous redonner un peu de contexte et puis, pourquoi c'est l'enjeu majeur et comment vous l'adressez chez Sora? Je pense qu'au-delà de ça, c'est aussi un aspect qui est assez particulier au rôle du data analyst, chez Sora versus une autre boîte. C'est vraiment cet aspect être garant de l'économie de jeu avec le PM, parce qu'il y a aussi des mécaniques, et avec le designer. Donc ils travaillent à 3. Le data analyst, il va analyser ce qui se passe et aussi, lorsqu'on va designer des solutions, il va essayer de réfléchir et de projeter cette solution-là dans l'économie. Comme je t'ai dit, il y a une place de marché chez Sora. La place de marché, la quasi-totalité des prix, du coup, est fixée par le marché. C'est pas nous qui décidons du prix, c'est l'offre et la demande, à un moment donné sur telle carte qui va, définir le prix. N'importe quel data analyst qui va travailler sur des sujets de marketplace, il va te raconter à quel point c'est déjà rien que la marketplace, c'est extrêmement compliqué, extrêmement intéressant. Donc c'est comment est-ce que j'arrive à aligner, une demande avec une offre. Si je manque d'offres, c'est quoi les leviers pour aller chercher de l'offre? Si je manque de demande, c'est quoi mes leviers pour aller chercher de la demande? Et c'est jamais ISO sur l'ensemble des produits que tu vas vendre au même moment sur ta marketplace. Donc déjà, rien que se théoriser, comment fonctionne une marketplace, c'est absolument passionnant. Après sur la partie économie de jeu, en fait, ce qui va se passer, c'est que il y a un élément qui va être décisif aussi sur le prix des cartes, c'est, quelle va être leur utilité dans le jeu et leur capacité à être utile notamment pour aller gagner des récompenses. Parce que l'objectif d'un joueur Sorare, c'est aller posséder des cartes de ses joueurs préférés, c'est, aller acheter des cartes qui sont assez spéciales, qui vont avoir, un design particulier ou, d'une équipe particulière qui va aimer. Mais ça va être aussi de la posséder pour pouvoir la jouer et pour pouvoir gagner des expériences, gagner des maillots, gagner d'autres cartes, et gagner du cash ou des cryptomonnaies. Donc des choses comme ça et en fait, le fait de ne pas avoir le contrôle sur la performance des joueurs fait que plus le joueur est performant dans la réalité, plus il va être cher sur la place de marché. Et derrière, il y a tout un tas d'éléments, en plus de juste la performance du joueur, c'est comment est-ce qu'on va la traduire et comment est-ce que, on va créer des mécaniques qui vont lui donner encore plus de force à ce joueur. Par exemple, plus tu vas le posséder longtemps sur Sorare, plus, il va gagner en expérience, plus il va gagner en expérience, plus il va être capable de scorer des points importants. Plus, tu vas avoir une collection d'une équipe en particulier, plus, par exemple, tu vas posséder, je sais pas, 15 cartes du Real Madrid, ça va donner plus de force à ton Mbappé, parce qu'on a mis un système de collection comme ça qui va te donner des points bonus, à ton Mbappé quand tu vas le jouer. Donc il y a tout un tas de mécaniques, de jeu comme ça, ce que j'appelle économie de jeu,
sur lequel l'équipe data doit garantir l'équilibre pour que ce soit fun, pour que ce soit engageant et pour que, surtout aussi, en partie, que ce soit sustainable pour l'ensemble de l'économie. Typiquement, si les bonus qu'on donne sur de l'XP devient trop important, ça va créer une incentive trop forte aux joueurs d'aller essayer de maximiser l'XP. Et potentiellement, ça peut passer par des actions qui sont pas très intéressantes et pas très fun. Donc ça peut créer un jeu qui est moins intéressant d'un point de vue utilisateur. Donc c'est vraiment être garant de l'expérience d'une certaine manière de jeu. La deuxième chose qui est intéressante, moi je suis un passionné de longue date des sciences du comportement. Tout cet aspect économie de jeu a un lien très fort avec les sciences du comportement. Et je vais essayer d'amener un peu ma pensée vers un peu, on va dire, le rôle du data analyst qui a un produit et qui a envie de tester une nouvelle fonctionnalité. Mais Sorare, c'est un petit peu ça en fois 40, parce que tu vas vouloir tester cette fonctionnalité juste d'un point de vue isolé, mais aussi dans l'ensemble de l'économie. J'ai lu pas mal d'articles et de livres sur un domaine en particulier qui est le game balancing, donc qui est plutôt un métier de designer à la base. Et ça marche dans n'importe quel jeu, n'importe quel type de jeu. Dans un GTA ou dans un FPS ou dans n'importe quel type de jeu. Ou dans un jeu où tu as une progression, par exemple. Donc dedans, tu as une économie de jeu. Tu vas pouvoir acheter des items. Tu vas devoir faire un choix parfois entre différents items. Tu vas devoir rencontrer des boss qui sont de plus en plus forts. Tu vas devoir choisir une arme. Il y en a qui ne doivent pas être overpowered par rapport à d'autres. Et en fait, il y a une dimension équilibre, mais il y a aussi une dimension un peu behavioral science, qui est en fait le moment où tu vas pouvoir offrir aux joueurs la possibilité de faire un choix, est extrêmement importante. La sensation qu'il doit avoir sur ce choix qu'il a fait par rapport à son expérience de jeu est extrêmement importante. Tu vois, par exemple, sur Sorare, tu as une dimension de randomness qui est forte. Soit tu vas penser que ce joueur il va être important, soit de temps en temps, on va donner des rewards qui vont être un peu randomisés, qui vont te permettre parfois d'aller toucher une reward très importante, parfois un petit peu déceptive. Et donc, il y a toute une mécanique à construire pour essayer d'éviter d'avoir une perte d'engagement inutile, parce que le reward que tu vas donner, il va pas être suffisamment intéressant par rapport à l'effort qui a été nécessaire pour aller récupérer cette reward. Typiquement, une compétition qui est extrêmement compétitive avec beaucoup de joueurs, si tu scores super bien et que tu arrives dans le top 10, mais en fait, la récompense, elle doit être vraiment au niveau de ta performance. C'est ce type de game balancing qu'on essaie de vraiment étudier au quotidien. Il y avait quelque chose que tu voulais ajouter sur cette partie économie de jeu. Je pense qu'il y a un deuxième aspect qui est intéressant aussi du coup dans cet aspect économique, c'est essayer de comprendre un petit peu quels sont tous les biais que peuvent avoir les joueurs, qui peuvent biaiser tes résultats. Parce que toi, tu es l'analyste, tu vas aller regarder, OK, je vais faire mon A/B test, p-value, truc, on a une différence significative. Et après, ce qui va être intéressant, c'est d'essayer de comprendre pourquoi est-ce que tu as cette différence significative de comportement. Il y a beaucoup de biais un peu psychologiques qui peuvent expliquer des différences et qu'il faut comprendre. Je voulais en parler parce que je trouve ça assez amusant et je pense qu'encore une fois, c'est réplicable dans pas mal de domaines de l'analytics. Tu as un biais qui s'appelle le Dunning-Kruger effect, notamment, qui va être que les personnes ou les joueurs qui ont une connaissance moyenne d'un domaine, ils vont penser qu'ils sont très bons, alors que ceux qui ont une connaissance avancée, ils vont penser qu'ils sont très mauvais. Tu vois, typiquement, tu vas demander à un doctorant est-ce qu'il maîtrise son sujet, il va te dire que non. Tu vas demander à quelqu'un qui a un master 1 est-ce qu'il se considère qu'il a vraiment une expertise sur son domaine d'études, il va te dire ouais, quand même, j'ai fait un master 1, j'en bave, j'ai fait pas mal de trucs. Donc, premièrement, tu as cet effet-là. Le deuxième effet, c'est la gambler fallacy, où en fait, quand tu vas laisser la possibilité à quelqu'un d'expérimenter quelque chose, la première valeur qu'il va rencontrer va avoir un impact énorme sur son comportement futur. Donc, par exemple, tu vas lui dire vas-y, joue à ce jeu-là, joue à cet élément du jeu, et puis il va voir que la première reward qu'il va avoir, bah, ça valait absolument pas l'investissement. Il va se dire oh, c'est nul, ça Je joue m'intéresse plus pas, je jamais. joue plus jamais. Alors qu'en fait, il y avait un effet de randomness. Peu importe, si tu lui donnes les probabilités, lui d'avoir sa carte, en fait, il va surprobabiliser la réalisation de, numéro 1 que lui, il aura observé. Donc ça vaut le coup de piper un peu le jeu au début pour le faire kiffer, quoi, en gros. Et donc en fait, tu as toujours cette question de tu pas envie de piper, mais du coup, tu as toujours cette nécessité d'être un peu transparent et de créer du coup une première expérience qui est la plus rewarding possible pour derrière essayer d'équilibrer et inversement, hein, si jamais la première expérience est bonne, tu vas avoir un petit peu cette mécanique de, hot enfin, la main chaude quoi, où, il va se dire: «OK, c'est trop bien, bon c'est pas grave, je sais que je suis positif sur cette expérience,
je vais aller recommencer. Je pense que je vais continuer à être positif. C'est vraiment des choses que tu vois dans pas mal de jeux où tu vois, tu peux jouer au poker, bluffer une fois, voir que ça passe et te dire: «Allez, vas-y, c'est passé, je vais rebluffer, une deuxième fois», par exemple. Excellent. Si on prend un peu de recul maintenant sur tout ce qu'on s'est dit, ce nouveau job, on va dire, cette dernière année chez Sora en tant que directeur data, quels sont tes plus gros challenges? C'est de continuer à amener cette transformation, du rôle d'analyste chez Sora, de continuer à avoir, davantage d'impact, et d'essayer d'amener l'équipe vers être une, référence mondiale dans le domaine de l'analyse, du game economy. Parce qu'il y a vraiment un environnement et un écosystème qui est extrêmement fertile pour ça. Et juste pour essayer de pointer du doigt ce dont on parle ici, du coup, les compétences peut-être fondamentales, tu vois, qui sont sous-jacentes, ça va être lesquelles? Ça, pour toi, ça va être justement des compétences théoriques, analytiques, plus pousser une capacité à aller pousser des modèles presque un peu plus data science, plus poussés. Est-ce que c'est plutôt la compréhension du jeu? Non, c'est 2 choses qui sont un peu la base de ce que doit être un analyste. Donc c'est une curiosité absolue, et c'est un esprit critique, très, très développé. Pour moi, c'est les 2 éléments qui sont importants. Tout le reste s'apprend et je pense que la troisième dimension aussi, c'est cette, volonté d'aller plus loin, pas juste fournir des analyses, tu vois? Ça m'arrive beaucoup très souvent de faire passer des entretiens à des data analysts qui sont expérimentés, qui ont eu des expériences dans des environnements, dans des boîtes intéressantes et puis, et on discute et on échange sur, quel est le projet qui a le plus d'impact, comment est-ce qu'ils ont réussi à impacter, une décision et en fait, tu te rends compte qu'il y a vraiment beaucoup d'équipes data et beaucoup de data analystes, qui vont travailler, pendant des mois et des mois sur de la démocratisation de la donnée, sur de la mise en place de solutions, qui en fait vont pas impacter beaucoup de décisions et je trouve ça super dommage. Bah, écoute, on arrive sur les dernières questions. Est-ce que tu as une recommandation de contenu à partager à nos auditeurs? Ouais, je veux te faire de la concurrence. Je pense que ça a déjà été partagé plein de fois. Mais la newsletter de, Lenny, qui est plus orientée product manager, qui est excellente parce que ça donne beaucoup de perspectives sur l'avenir du product management. Mais en plus de ça, il fait un podcast en anglais, et de temps en temps, il ajoute une dimension un peu différente, donc psychologique ou ça lui est arrivé aussi d'interroger des leaders data. Moi, j'ai le souvenir de 2 leaders data qui m'ont marqué. Le premier, c'était un dev analytics chez DoorDash, qui a vraiment expliqué comment est-ce qu'il avait réussi à mettre en place un niveau d'excellence, absolu dans sa boîte. Et le deuxième, c'est Netflix, que j'ai trouvé encore plus intéressant, que je recommande à tout le monde, qui est la CTO de Netflix, qui est une ancienne, Head of Insight, qui est devenue CTO. Juste pour te faire la transition entre, on va dire, l'expert data d'aujourd'hui, ça deviendra le leader de demain. Et qui explique en fait, comment est-ce que son passé a impacté des décisions pour l'organisation technologique de Netflix. Ça lui a amené à prendre ce rôle de CTO, d'expliquer un peu quelles sont les exigences et pour moi, on va dire vers quoi le métier va aller, ressemble beaucoup à ce qu'elle a mis en place chez Netflix. Le rôle du Head of Data, c'est une bonne, traduction de ce qui doit être fait et pareil sur le rôle des analystes et je trouve que c'est passionnant. Du coup, je mettrai bien sûr ça en description, la newsletter, le podcast de Lenny. J'essaie aussi de mettre les 2 épisodes en question. Et enfin, qu'est-ce que tu aimes dans la data? Ce que j'aime le plus, je ne sais pas si je te l'avais déjà dit, mais c'est l'applicabilité infinie du domaine de la data. Dans n'importe quelle verticale, il y a des choses à apporter avec de la data et si c'est pas le cas, ça veut dire qu'on n'a juste pas encore trouvé la bonne manière de traduire le comportement en mesure, mais on est de plus en plus capable de le faire. Donc c'est vraiment cette sensation d'être dans un domaine, qui est non borné, et qui fait que c'est impossible de se lasser. Bah, écoute, Edouard, on va finir là-dessus. Merci beaucoup d'être venu nous partager ton expérience chez Sora sur le podcast. J'en profite pour demander à l'audience, mettez-nous un petit commentaire pour nous dire ce que vous avez pensé de cet épisode. Venez commenter les posts LinkedIn qu'on fera avec Edouard pour diffuser l'épisode. Et puis voilà, je vous dis à bientôt. Merci Edouard. Merci Robin. Pour ceux que ça intéresse, je partage chaque jeudi via la newsletter DataGen un mail avec un zoom sur les éléments clés de l'épisode et la ressource recommandée par l'invité. Il se lit en 3 minutes. Je vous mets le lien pour s'inscrire en description.